Bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo du FAQ, voilà, où je vais répondre aux nombreuses questions que vous avez posées lors de la vidéo de remerciement aux 5000 abonnés. En passant, on est déjà 8200 là, à l'heure actuelle. On est lundi aujourd'hui. Donc ça va hyper vite, quoi. En même pas 10 jours. On a pris 3000 abonnés de plus. Merci encore à vous. Donc je réponds parce que j'ai eu de nombreuses questions, nombreuses questions. Bon, j'en ai sélectionné, j'en ai regroupé plusieurs, j'en ai sélectionné d'autres voilà, pour vous répondre aujourd'hui. Donc il y a une quinzaine de questions, je vais essayer de ne pas faire trop long. Voilà, c'est sinon on a pour 6 heures, préparez-vous, là il va y avoir 6 heures de vidéo d'affilée. Il n'y aura que des réponses aux questions, voilà. Donc vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau, je vais patienter 2 minutes, je vous laisse aller chercher une bouteille d'eau et du Doliprane, et puis on est parti, quoi. Voilà, donc on va répondre aux questions, hein. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation, pour toutes ces questions posées. Et puis, c'est parti, on va commencer. Alors, première question, déjà, je vais répondre à Jérémy. Jérémy des Vadrouilleurs Forever. Jérémy et Charlotte des Vadrouilleurs Forever. Il m'avait posé une question il y a 2-3 vidéos, et j'ai complètement zappé de lui répondre. Je suis désolé, Jérémy. Donc, je vais te répondre en premier. Concernant les dimensions du car. Alors, je suis allé les remesurer ce matin. Donc la hauteur du car, complète, hein, on est à 3,35 m. Voilà. En position normale, il y a un bouton sur le côté pour mettre la position haute. Quand on met la position haute, ça augmente de 8 cm. Donc je vous laisse faire les calculs, hein. 3,35 m plus 8 cm. Voilà, donc ça c'est la hauteur totale du car. La hauteur intérieure des soutes. Voilà, c'est le modèle à petites soutes, qui sont quand même très grandes, vous allez voir les dimensions. Donc la hauteur intérieure des soutes entre le plancher et les renforts, entre le plancher donc du bas, hein, et les renforts du plancher supérieur, hein, donc entre les deux, on a 85 cm. Voilà. À savoir que ça, c'est la hauteur qu'on a sur 80% des soutes, sauf à deux endroits. Vous avez la partie centrale du car où il y a le couloir en fait, hein, intérieur qui sort dans les soutes. Donc là on a à peu près 22 cm de moins, donc 85 moins 22 cm sur le centre. Okay. Et après vous avez au niveau des soutes, il y a quelques lumières intérieures, et en fait c'est des blocs qui dépassent un peu, donc on a un peu moins de 85 cm à ces endroits-là. Voilà. Sinon, le reste 85 cm. L'intérieur, la partie habitable maintenant, les dimensions. Donc en hauteur, normalement, hein, une fois qu'il y aura mes tasseaux, mes lithos avec mon contreplaqué de 5 mm au plafond, il restera exactement 1,80 m. Pile. 1,80 m. Voilà. Donc toi Jérémy, je crois que dans ta dernière vidéo, tu dis que tu étais à 1,83 m. Bon, mais je pense que tu as coupé quelques renforts en plus. Moi j'en ai tellement marre de la découpe que 1,80 m ça va. Je fais 1,75 m, ça me suffit largement. Voilà, je passe dessous, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de baisser la tête. Donc 1,80 m intérieur, en hauteur et en largeur, au niveau du sol. Donc en fait c'est au niveau du milieu c'est légèrement plus large, mais au niveau du sol j'ai 2,31 m. Voilà, une fois qu'il y aura pareil l'isolant et le contreplaqué à l'intérieur. 2,31 m il reste. Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu en détail à cette question. Je vais passer à la deuxième maintenant. Donc la deuxième question, enfin la première des abonnés. Donc la question qui revient tout le temps, c'est combien j'ai payé le car et quel est mon budget total. Grande question. Bon, alors combien j'ai payé le car déjà? Le car, j'ai acheté 8 000 €. Voilà. 8 000 €, je l'ai acheté à l'autre bout de la France. Et dans ces 8 000 €, en fait, j'ai négocié la livraison. Donc les personnes qui m'ont vendu le car m'ont livré le car. Donc ils ont pris en charge le gasoil, hein, les péages, etc. Et parce qu'il y avait 700 km à parcourir. Donc ils ont pris en charge ça. Et voilà. Donc j'ai payé 8 000 €. En sachant que sur ces 8 000 € que j'ai payés, j'ai déjà récupéré 1 700 €. Vous allez me dire comment? Parce qu'en fait j'ai vendu du matériel qu'il y avait dedans. Voilà, j'ai vendu du matériel et par exemple je suis allé à la déchette, au ferrailleur, et j'ai récupéré 170 €. J'ai sous tous les sièges, vous avez des barres en alu. En fait, je les ai revendus à un gars. Voilà,
400 euros. Il y a le Webasto. Le Webasto, alors pour l'instant il est sur le car, mais j'ai quelqu'un qui veut me l'acheter. 1000 euros. Donc je pense que je vais le vendre. Voilà, j'ai le compresseur de clim, etc. Enfin bref, voilà, j'ai vendu pas mal de choses. Et j'ai déjà récupéré 1700 euros quasiment. Donc au final, le car devrait me revenir à 6000 euros. Voilà. Ça, le budget total. Ah, le budget total, en fait, c'est un peu compliqué. Alors moi, j'ai fait les cotations, mais après, voilà, je vais essayer. Si vous voulez, j'ai pris pour l'aménagement, etc. Pour tout l'équipement, j'ai pris le prix du neuf, de ce que je veux mettre dedans. Et je me suis fait un budget max. Il ne faut pas que je dépasse ce budget, en sachant que à chaque fois, j'essaie de trouver des solutions à moindre coût, ou essayer de trouver de l'occasion, ou faire des échanges, etc. Vous voyez, donc j'ai un budget total de, j'espère pas dépasser les 20 000 euros. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Moins de 20 000 euros, achat du car compris. Hein, voilà. Donc c'est-à-dire 20 000 euros, vous enlevez 6 000 euros du car, donc il reste 14 000 euros. 14 000 euros, ça comprend tout. Ça comprend toute l'isolation, tout l'aménagement intérieur, ça comprend le solaire, enfin l'autonomie solaire, hein, je reviendrai après. Ça comprend l'autonomie en eau, etc. Tout, la totalité. Plus même, ça englobe les quelques réparations que j'ai à faire sur le car. Voilà, parce que j'ai une fuite d'air, etc. Donc je vais avoir quelques bricoles à changer. L'entretien complet, je vais faire. Hein, voilà, vidange, huile moteur, boîte, tous les fluides, le circuit hydraulique, etc. Le circuit d'eau, voilà, tout ça, je vais remettre nickel, faire une grosse révision, donc c'est inclus dedans. Voilà. Alors, autre question souvent qui revient, c'est où j'ai cherché et où j'ai trouvé le car. Bah écoutez, j'ai cherché partout, j'ai vraiment galéré, je suis allé en voir plusieurs cars. J'ai fait 2000 km en 4 jours avec un ami à moi. Et c'était compliqué. C'était compliqué, j'ai trouvé, il y a des sites d'annonces spécialisés dans les cars. Et c'est compliqué parce que c'est loin souvent, les descriptions sont pas terribles et puis souvent les cars sont en mauvais état. Donc j'ai cherché pendant un petit moment. Et en fait, la meilleure solution, et si vous recherchez un car, je vous conseille de faire ça, c'est de passer une annonce sur le Bon Coin où vous indiquez que vous cherchez un car. Et en fait, moi j'ai fait ça, et le jour où j'ai mis cette annonce en indiquant que je recherchais un car, un modèle Iliad, avec telle option, avec un prix maximum de temps. Et là, j'ai reçu, en l'espace d'une semaine, j'ai reçu une dizaine de mails. Voilà, une dizaine de mails d'associations, de particuliers, d'entreprises qui cherchaient à vendre leur car. Et voilà. Et donc voilà, donc là j'ai pu faire le choix et j'en ai vu plusieurs et mon choix s'est arrêté sur celui-là. Voilà. Pourquoi aussi j'en avais vu des un petit peu moins chers. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que j'ai pu négocier avec eux la livraison. La livraison du car. Et ça, il faut savoir que quand vous achetez un car, donc qui est en carte grise car, bus, donc en TCP, transport en commun, avec un permis poids lourd, vous ne pouvez pas le conduire. Donc vous n'avez pas 36 000 solutions pour le rapatrier. C'est soit vous trouvez un chauffeur de car qui va vous transporter le car, et puis surtout vous trouvez une assurance qui est d'accord pour vous assurer, et assurer un transport en commun en tant que particulier, bon courage, voilà, etc. Donc c'est un coût important, bref, voilà, donc j'ai négocié le car, la livraison, et c'est pour ça que j'ai pris celui-là, quoi. Et puis parce qu'il est en relativement bon état. Voilà. Alors, autre question, quelles sont tes compétences, formations et expériences pour te lancer dans ce projet? Vas-tu vraiment tout faire tout seul? Alors concrètement, mes compétences, ma formation, mon expérience, j'en ai aucune. j'ai aucune compétence ou formation spécifique pour rien du tout. Je suis un bricoleur du dimanche, hein, voilà. Je suis pas plus idiot que les autres, hein, donc je me débrouille, hein, j'apprends, voilà. J'apprends. Des fois je fais des conneries, mais j'essaie de les réparer ou je peux être amené à demander de l'aide. Non, je dirais la seule compétence que j'ai, c'est de me lancer dans un projet que j'ai envie de faire depuis longtemps et puis de dire merde quoi, hein, c'est bon, je vis pas ma vie juste pour payer les factures, hein. Voilà, je vis ma vie aussi pour vivre mes rêves. Donc voilà, c'est un rêve de longue date là, ça fait plus de 10 ans que je pense à aménager un car en camping-car et voilà, donc voilà.
Est-ce que je vais vraiment tout faire tout seul? Oh, mon chat. Est-ce que je vais vraiment faire tout seul? Oui, oui, enfin, ou le maximum. Hein, c'est mon but, parce que j'ai un budget très limité. Donc je vais essayer de tout faire moi-même, voilà. Après, il y a certaines choses, je vais sûrement faire appel à des amis pour m'aider, parce que, par exemple, pour mettre les planches, pour fixer les planches sur à la place des vitres, tout seul, ça va pas être possible. Donc voilà, là, je vais demander de l'aide, etc. Après, pareil pour l'électricité. Je suis un peu une bille en électricité, mais bon, j'ai quelques bases. Donc je vais faire toute l'installation électrique moi-même. Et j'ai un copain électricien, voilà, je l'appellerai, je lui dirai de venir contrôler tout mon travail, parce que voilà, c'est avant tout pour la sécurité. Pareil pour le gaz, les soudures du cuivre, j'ai pas le matériel qu'il faut, puis je sais pas faire. Donc pour le gaz, hein, pour les tuyaux de cuivre, donc ça je vais faire sûrement par quelqu'un, par un copain, ou voilà, un échange de services. Voilà. Sinon pour le reste, ouais, je vais tout faire tout seul. Je vais tout faire tout seul. Voilà. Autre question, quel permis pour un bus aménagé? Alors, pour un bus aménagé, c'est le permis poids lourd. À partir du moment où un car, vous le videz, vous le transformez en camping-car, il va falloir le passer à l'ADREAL. C'est-à-dire qu'il va falloir vous allez modifier le car, donc il va falloir le passer à l'ADREAL, anciennement les mines. Hein. Et votre bus, il ne sera plus considéré comme un bus, un transport en commun, il va devenir un poids lourd. Voilà. Donc, il faudra le conduire avec un permis poids lourd. Et un permis poids lourd basique. Hein. Il n'y a pas besoin de la FIMO, etc. C'est le permis poids lourd basique. Voilà. Voilà. Quelle démarche pour faire homologuer un bus en camping-car? Là, ça pique un peu. Il y en a plusieurs. Déjà, concrètement, déjà, si vous voulez avoir des bonnes infos, moi je vous invite à aller sur le forum. Il y a un super forum qui s'appelle tousencar.com. Génial. Pour moi, c'est une bible de la transformation des bus ou des cars en camping-car. Donc je vous invite à aller vous inscrire. N'oubliez pas de vous présenter sur le forum. Et après, vous verrez, c'est une mine d'informations. Et puis, il y a énormément de monde dessus. Et les gens sont vraiment très sympas. Ils répondent à vos questions très rapidement. Voilà. Donc dessus, c'est la Bible de la transformation. Et alors, ils expliquent en détail les étapes. Je peux vous les donner rapidement. Premièrement, il faut trouver un car, le ramener. Après, une chose importante, il va falloir demander au constructeur, donc là, moi, c'est Renault, il faut demander une autorisation de transformation. Voilà. C'est un papier, hein, c'est un coup de téléphone, un mail à Renault. Enfin, il y a une personne qui s'occupe de ça, et vous recevez en quelques jours par mail, j'ai reçu une attestation pour mon car, donc avec le numéro de série, etc., du car, qui vous autorise officiellement à transformer le car. Voilà. À faire des modifications dessus, en tout cas. Donc une fois ça, après, il faut aller récupérer à la DREAL, donc, il faut aller récupérer une RTI. Voilà, c'est réception à titre isolé. En fait, c'est le dossier, ça va être la base du dossier de transformation. Donc ça c'est les choses qu'il faut faire en premier. Et quand vous allez donc à la DREAL récupérer ce dossier, moi je vous invite à demander à parler aux personnes qui justement contrôlent les transformations. Donc un drillman ou un drill girl, hein, comme vous voulez. Et d'y aller et de poser vos questions. Moi j'avais plein de questions sur plein de choses et j'y suis allé, j'ai pris le temps de prendre rendez-vous et j'ai posé mes questions. Voilà. Par rapport surtout aux normes en fait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à acheter ou à trouver, ça si vous vous débrouillez sur le net, les normes AFNOR spécifiques à la transformation d'un véhicule en camping-car. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand vous transformez un bus, un fourgon, peu importe, en camping-car, il y a des normes à respecter. Et il faut vraiment bien les respecter parce que sinon, votre camping-car, enfin votre bus transformé, peut être refusé. Voilà. Pour la transformation, si vous ne respectez pas certaines choses. Alors c'est toutes les normes, c'est des normes, j'ai envie de dire basiques. Hein. Voilà, en général c'est des normes pour la sécurité, mais voilà, il faut les respecter. Il y en a plusieurs. Il y a pour l'électricité, il y a pour l'eau, voilà, il y a pour les vitrages, pour les aérations, etc. etc. Voilà. Donc vraiment, il faut trouver les normes et en regardant les normes, voir si vous êtes capable de le faire. J'en étais où là?
quelle démarche faire? Ouais, après une fois ça, il faut faire toute votre transformation donc dans les normes. Une fois la transformation finie, vous êtes obligé de faire appel à une entreprise privée, externe, pour venir contrôler certaines choses sur le car. Donc en général, on fait appel à Caligaz ou à Veritas, qui sont des entreprises donc agréées pour vérifier. Alors ils vont vérifier par exemple le circuit de gaz, donc ils vont vérifier si le circuit de gaz est aux normes. Okay. Alors il y en a un des deux qui peut demander un certificat d'étanchéité. Bref. Donc, ils vont vérifier donc le circuit de gaz. Ils vont vérifier les ventilations. Voilà. Très important, les ventilations, c'est-à-dire il doit y avoir des entrées d'air permanentes minimum et des sorties d'air permanentes minimum. Voilà. C'est selon la superficie du véhicule que vous transformez. Tout ça c'est indiqué dans les normes. Donc ils vont vérifier ça, que les surfaces sont minimum sont OK. Après ils vont vérifier aussi qu'est-ce qu'ils vérifient encore? Je ne sais plus, l'eau, je crois. J'ai un doute là. Enfin bref, voilà, ils vont vérifier quelques trucs et ils vont vous remettre une attestation. Et une fois que vous avez cette attestation, il faut... alors c'est avant. Avant, il faut aller, il faut faire peser le car. Il faut faire peser le car sur l'essieu avant. Il faut faire peser l'essieu arrière. Il faut faire peser le car complètement, tout plein fait. Voilà. Ça c'est pour les nouvelles, les nouveaux poids qu'aura le véhicule. Quoi. Voilà. Une fois tout ça fait, là, il faut prendre rendez-vous avec l'Adréal. Okay. Prendre rendez-vous avec le contrôle technique aussi. Il faut passer le contrôle technique avant. Une fois que vous avez passé tout ça, que vous avez tout, vous avez un rendez-vous avec l'Adréal. Et là, la personne qui contrôle va venir contrôler. Donc, va vérifier que tous les papiers, que vous ayez tout fait comme il faut. Donc, que vous avez fait intervenir l'entreprise pour vérifier les normes du gaz, etc. Que vous avez bien, il y a un plan à faire aussi. Il faut faire un plan détaillé de l'aménagement. Il faut faire aussi un plan de répartition des masses. Enfin, voilà, il y a des détails. Je vous invite à aller sur le forum. Vous aurez vraiment tous les détails. Quoi. Voilà. Enfin, après, ça peut paraître très compliqué. En même temps, c'est très simple. Il suffit d'être ordonné, chose que je ne suis pas, mais vous voyez, bon, j'arrive quand même à le faire. Hein. Et voilà, et faire par étapes les choses, vraiment. Et puis après, ça passe, quoi. Hein. Ça passe. Si vous respectez les normes, il n'y a aucune raison que ça passe pas. Voilà. Alors, oui, autre question. Les bus sont-ils adaptés au camping-car les bus sont-ils adaptés au camping et aux aires de camping-car? Alors, cette question. À vrai dire, la vérité, en fait, j'en sais rien, je m'en fous. Je vais vous dire pourquoi. Si je fais un bus, si je transforme un bus, un car en camping-car, c'est justement pour pas être obligé d'aller dans les campings, hein, pour pas être obligé de me brancher sur l'électricité, sur l'eau. Et puis les aires de camping-car, je préfère éviter, quoi, parce que je trouve pas ça très très accueillant. Voilà. Donc voilà, le but pour. Après, c'est vrai que un camping ou les camping-cars, ça dépend. Il doit y en avoir où un bus passe, mais je suis pas sûr que tous puissent les accepter. Bref, enfin, pour moi, le principe du bus, c'est d'avoir une autonomie et de pouvoir se mettre un peu là où on veut. Quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des endroits où on peut pas, etc. Bon, la loi, elle est claire. Hein. Si clairement sur un endroit, il n'y a pas une indication qui interdit les camping-cars, vous pouvez vous y mettre. Par contre, ce qui est interdit, c'est sur la voie publique de commencer à ouvrir votre camping-car, de sortir la table de jardin dehors, les chaises longues, le barbecue et tout ça. Voilà. Non, vous ne devez pas vous installer. Par contre, garer un véhicule et dormir dedans, vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, à partir du moment où le véhicule il est fermé et il n'y a rien qui gêne la voie publique. Voilà. Donc voilà. Donc je sais pas et ça m'intéresse pas parce que moi je préfère aller après en pleine nature ou bref. Alors, autre question. Pour quelle raison tu emménages le bus en camping-car? Minette? Et alors, pourquoi j'aménage le bus en camping-car? Voilà, pour plusieurs raisons. Mais la première, je dirais, c'est envie de liberté. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu pourrais prendre un petit fourgon. Ouais, ouais. Mais envie de liberté sur du long terme. C'est-à-dire que en fait, on a envie de pouvoir partir, que ce soit en vacances ou en voyage, quand on veut, comme on veut, où on veut. Et l'avantage du car, c'est que vous êtes autonome.
Et moi, c'est surtout ça, en fait. C'est l'autonomie. Prendre un petit fourgon, vous avez des petites réserves d'eau. Vous n'avez pas forcément les capacités électriques avec le solaire pour alimenter ce que vous voulez, les réservoirs. Voilà. Le bus, vous pouvez faire 2000 km en étant complètement autonome, sans avoir besoin de recharger d'eau, même plus. Je parle en nombre de kilomètres, mais ça peut être en temps. Voilà, c'est l'autonomie. Le principal pour moi, c'était l'autonomie. Voilà. Et dans un fourgon, on ne peut pas. J'en ai eu un fourgon, et voilà, puis à 4, un petit fourgon, même un trafic ou quoi, ou un jumpy, ou j'en sais rien, pas un jumpy, un jumper. Après, ça, c'est un choix, voilà, c'est un choix. Moi, j'ai choisi un bus. Combien de temps je compte avoir besoin pour finir l'aménagement? Concrètement, maximum, maxi, je me donne printemps prochain. Début du printemps prochain, c'est-à-dire fin mars, allez, mars 2020, dernier car, quoi. Il faut que le car, je tourne la clé puis qu'on puisse partir avec, quoi. Voilà. Alors, est-ce que je vais y arriver? J'y compte bien. Après, voilà. Alors, autre question. Comment comptes-tu aménager le bus du point de vue indépendance électrique et pour l'eau? Alors c'est simple, pour l'indépendance électrique, le car il va être complètement équipé en énergie solaire. Il va y avoir des panneaux solaires sur le toit avec un convertisseur, régulateur convertisseur qui va recharger des batteries et en même temps alimenter tout un circuit en 220 volts dans le car. Voilà, tout sera au 220. Et donc en autonomie, j'ai prévu large, j'ai prévu assez large parce que moi dedans il y aura un frigo de maison. En fait, il y aura tous les équipements d'une maison. Si vous voulez, moi je veux pas acheter des équipements, du matériel spécifique pour en 12 volts ou en 24 volts pour camping-car, quoi. Moi je veux pouvoir utiliser du matériel de maison. Voilà. Donc voilà, donc tout sera équipé en solaire. Je pense que je rajouterai j'aurai dans les soutes un petit groupe électrogène au cas où il n'y ait pas de soleil et que je ne puisse pas me brancher sur une prise extérieure. Donc il y aura un petit groupe. Et puis sinon il y aura une prise extérieure où je peux me brancher sur du 220 quelque part. Voilà. Pour l'eau, ça sera pareil. Il va y avoir un réservoir d'eau de 750 litres. Voilà, qui sera dans la soute. Il y aura merde, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, un surpresseur. Il y aura un surpresseur pour envoyer l'eau donc dans le circuit. Voilà. Donc envoyer l'eau au chauffe-eau pour transformer l'eau en eau chaude, pour aller à la baignoire et à l'évier. Puis il y aura l'eau froide qui partira directement. Voilà. Quelle isolation comptes-tu mettre? Alors, l'isolation. Moi je vais faire simple, parce que Jérémy des Vadrouilleurs, j'ai vu leurs vidéos, c'est des fous. Putain, Jérémy, condoléances pour le ponçage. Putain. Non, moi je vais pas utiliser de mousse projetée. Je vais faire simple, je vais faire avec du stérodure. Voilà, ça va être isolation au stérodure. Et pour les endroits où c'est pas accessible pour en mettre, j'ai trouvé sur internet une boîte, c'est Alpha, qui vend des petites bombes de mousse PU, de mousse expansive. Attention, pas des mousses expansives monocomposants, des mousses expansives bicomposants, c'est-à-dire à cellules fermées, c'est-à-dire des mousses étanches. Parce que le problème des mousses expansives, si vous mettez de la mousse dans un corps creux, etc., ou surtout dans un véhicule avec la condensation, la mousse elle va garder l'humidité et ça macère et après ça pourrit en fait. Vous avez la carrosserie qui rouille. Donc il faut bien prendre de la mousse expansée bicomposant, c'est ce qu'on appelle la mousse à cellules fermées. Voilà. Donc j'ai réussi à trouver des bombes. En fait c'est la même mousse que Jérémy Vadrouilleur a fait dans son car. Voilà. Sauf que c'est en petites bombes. Voilà. C'est pas trop cher. Donc j'en ai commandé un carton de 36 bombes comme ça. Et ça va me permettre d'isoler les endroits où je ne peux pas aller mettre des plaques de stérodure. Voilà. Donc ce sera du stérodure partout, de la mousse expansive bicomposant dans les endroits où je ne pourrais pas accéder, et après il y a certaines parties métalliques où je vais rajouter du liège. Voilà. C'est du liège en rouleau, c'est du je sais plus combien, c'est 1 centimètre je crois, 1,5 centimètre d'épaisseur. Je viendrai coller du liège donc sur les parties métalliques qui dépassent, quoi. Voilà. Donc au niveau du coût, ça va être bien moins important que la mousse projetée, c'est certain, c'est moins de la moitié. J'ai fait le calcul, à peu près j'en ai pour, je dirais 750 € peut-être un peu moins d'isolation. Voilà.
Et après, donc, une fois l'isolant posé, il y aura des lithos tout le long. Et là, après, je fermerai avec du contreplaqué. Voilà. Ah oui, question. Pourquoi j'enlève les vitres? Pourquoi j'enlève les vitres? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que les vitres d'origine, dans le car, elles ne s'ouvrent pas. Et un car, vous avez des vitres qui ne s'ouvrent pas, en plein été, au soleil, c'est un four. Un four, tu cuis quoi. Ça peut être bien pour faire cuire à manger, mais pas pour faire cuire les gens, quoi. Moi, c'est... Voilà. Un camping-car, quand tu as envie d'être... T'as pas envie de crever de chaud, quoi, sinon t'es pas dedans. Donc j'enlève les vitres, en première raison pour ça, pour pouvoir installer des vitres qui s'ouvrent, coulissantes. Important. Deuxième chose, il faut savoir que les doubles vitrages sur les cars, c'est de la merde. Clairement. En fait, c'est pas du double vitrage comme vous imaginez à la maison avec du gaz entre les deux vitres. En fait, c'est simplement un double vitrage pour éviter, mais Jérémy l'avait dit, il me semble, pour éviter la condensation. Et donc, en été, ça absorbe la chaleur, un truc de dingue. Hein. Et en hiver, la chaleur se barre, quoi. La chaleur s'en va. Et donc voilà, pour ça, pour ces deux raisons déjà, j'ai viré les vitres. Troisième raison aussi, c'est pour l'isolation, quoi. C'est toute la partie vitrée. Il y en a qui m'ont dit, oh, tu mets du film, tu teintes à la rigueur, et puis tu isoles par l'intérieur. Ouais, d'accord. Mais imaginons, on fait ça. Il y a les vitres où j'ai pas besoin d'ouvrir. Je laisse ces vitres-là, je les filme et je pose mon isolant derrière. Ouais. Imaginons, tu roules, t'as un caillou qui tape dans la vitre l'explose. Ou un mec, je sais pas, quelqu'un qui casse une vitre. Toi, derrière, t'as posé du film autocollant. Puis t'as mis ton isolant. Puis t'as mis ta paroi. Puis t'as mis tes meubles par-dessus. T'as cassé la vitre. Il faut la remplacer, la vitre. Tu fais quoi? Tu vas démonter tes meubles, démonter le revêtement, enlever l'isolant, pour pouvoir enlever le joint, pour pouvoir nettoyer les montants, pour pouvoir remplacer la vitre. Même pas la peine d'y penser. Donc voilà, pour ces différentes raisons, les vitres elles dégagent et puis c'est remplacé par du contreplaqué marin fibré. Voilà. Et il y avait une autre question, mais c'était un petit papier à côté qui s'est envolé. Ah ben voilà, c'était une dernière question, ben j'y répondrai pas à celle-là. Alors la dernière question, dernière des dernières, c'est pourquoi faire des vidéos YouTube? Pourquoi je fais des vidéos YouTube? Ben écoutez, c'est très simple, c'est pour partager. Voilà, c'est pour partager l'expérience, l'expérience de la transformation, parce que moi ça fait un petit moment que je voulais me lancer, et puis c'est en découvrant des vidéos sur YouTube, notamment celle des vadrouilleurs, que je suis passé à l'acte, que j'ai démarré le projet, quoi. Voilà. Donc en fait mon but, pourquoi je fais des vidéos, c'est pour si ça peut aider et convaincre des personnes de se lancer. Un mec sans compétences spécifiques, qui n'a pas forcément de la thune pour acheter un camping-car à 60 000 euros, quoi, si ce n'est plus, comment il peut, est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien, voilà. Ça vous le saurez à la fin, quand le car sera prêt. Vous saurez si on peut. Je pense qu'on peut. Voilà, et puis pour partager cette expérience-là, quoi. Après, moi je cherche pas à gagner de l'argent avec YouTube, je cherche pas à être connu, enfin, ça m'intéresse pas, je m'en fous de ça, quoi. Moi je suis voilà, je vis pour moi, je vis pas pour les autres, quoi. C'est donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit quand vous regardez la vidéo, puis on se retrouve vendredi.